Pour commencer, pour mettre la table, donc je vais me permettre de rappeler les grandes lignes de ce dont on a déjà parlé hier, juste avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Donc, je vais commencer par un constat qui n'est inconnu de personne, mais sur lequel on va probablement plus se concentrer dans la journée d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec le titre de nos séances, pardon. Donc, les Amazones de l'Antiquité grecque se présentent comme le premier exemple qu'on puisse trouver dans l'histoire d'un gynécée de femmes fortes, indépendantes et affranchies des hommes. La portée de ce mythe, qui représente ce qui était pendant très longtemps inimaginable, soit une communauté féminine unie et puissante, a été amoindrie sous prétexte que les guerrières se faisaient toujours finalement vaincre par les hommes et sinon punir, ramener sur le droit chemin de la tradition comme s'il s'agissait d'une désobéissance passagère. À travers le temps, comme on a pu l'entendre hier, le mythe a été déterré par des femmes et quelquefois par des hommes qui y ont trouvé le signe d'un autre destin possible. C'est à cette excavation métaphorique que semble avoir procédé celle qu'on appelle les libératrices dans le duo romanesque Le Satellite de la Mande et Les Bergères de l'Apocalypse de Françoise d'Aubonne, œuvres publiées respectivement en 1975 et en 1978. Le but de ces libératrices est de faire entrer l'humanité dans l'ère ectogénèse, une période post-apocalyptique où les femmes ont scientifiquement trouvé la façon de mettre au monde des filles sans avoir aucun contact avec le sexe opposé, d'ailleurs complètement exterminé. La Révolution et la guerre ayant mené à cette régénération du monde ont donné l'occasion aux femmes d'augmenter leur pouvoir grâce à leur solidarité et de bâtir ensemble la civilisation dont elles ont toujours rêvé. L'utopie imaginée par Françoise d'Aubonne nous plonge immédiatement dans un monde gynocentrique et gynocratique bâti à l'aube du XXIe siècle. Dès la lecture du Satellite de la Mande, le premier des 2 tomes, on remarque rapidement que le vocabulaire et la grammaire tels qu'on les connaît se sont transformés. Le langage utilisé par les nouvelles Amazones n'est pas épicène, mais fortement sexué avec le féminin comme genre dominant. Les lois juridiques, scientifiques, civiles portent les noms de femmes illustres. Loi Cléopâtre, le dispositif Sand. On se réclame désormais de docteurs, de psychanalystes, de scientifiques femmes et de leurs travaux, dénigrant ceux faits par les hommes. Bref, le nouveau monde amazonien efface toute trace de l'ancien monde dominé par le masculin, auquel les personnages réfèrent d'ailleurs par l'expression « le temps des ténèbres ». Ce temps, loin derrière eux, est rappelé dans Les Bergères de l'Apocalypse, où la narratrice revient sur l'histoire des événements ayant mené à l'institution de cette société amazonienne idyllique où les femmes vivent ensemble en toute harmonie, ce qui semble se justifier par l'absence complète des hommes, exterminés quelques années après la victoire des femmes. Alors que le Satellite de la Mande dépeint l'Éden qui est devenu la terre aux mains des femmes, Les Bergères de l'Apocalypse proposent une remontée dans le temps et un retour détaillé sur le fil des événements ayant conduit les femmes, rassemblées en une communauté de guerrières, à une prise complète du pouvoir. À la base du soulèvement des femmes est un ras-le-bol. Les hommes ont fait assez de mal aux femmes et à la terre qui vivent depuis de nombreuses années dans des conditions plus atroces que jamais auparavant. Les crimes contre les femmes sont monnaie courante. Violences conjugales, abus, harcèlement sexuel et viol sont perpétués dans chaque logement et par chaque homme sans aucune exception. La situation au début des années 2000 est d'une barbarie telle qu'il semble qu'en 1975, Françoise d'Aubonne ne pouvait imaginer qu'une dégradation des mœurs masculines et qu'un renforcement de l'exercice de leur domination sur les femmes. Ainsi, la révolte des femmes était-elle menée au nom de toutes les formes d'oppression féminine depuis aussi longtemps qu'elles puissent s'en souvenir. Je cite Les Bergères de l'Apocalypse. Elles approchent, celles qu'on a brûlées sur les bûchers des places publiques pour les empêcher de se mettre nues et de s'assembler dans les clairières, d'inventer un langage et des chants inconnus de l'homme, qu'on a jetés dans des sacs cousus avec un chat dans le Bosphore, qu'on a amputés de leur clitoris à Addis Abeba, dont on a déformé les pieds et abattu l'intelligence en Chine, qu'on a enfermé partout dans les bordels, dans les couvents, dans les foyers, à qui l'on a muré le sexe et bâillonné la bouche, qu'on a interdite dans les temples de Java ou même entre les chiens, qu'on a tondu au soulèvement populaire,
dont on a voilé la face comme une ordure et maudit le sang comme un maléfice, elles arrivent. Ce sont ces femmes-là qui deviennent des Amazones au nom de la libération des leurs. Elles vont donc se transformer en guerrières féroces pour mener à terme le projet politique qui se dessine en filigrane à travers l'œuvre. Notre révolution de femmes débouche sur le salut du monde, répète-t-elle à plusieurs reprises. Bien sûr, mener une telle révolution à terme, sans la voir étouffée comme toutes les rébellions précédentes ou comme une désobéissance passagère, nécessite dans le roman un devenir amazone pour la femme habituée à subir et à se soumettre. Ce devenir amazone se fait à travers le renforcement des liens de sororité entre les femmes de tous les coins de la planète. Or, pour arriver à bâtir une communauté aussi soudée et puissante que celle que d'Aubonne présente dans le satellite de l'amande, il a fallu renverser l'ordre sacré à travers la guerre et la fête qui ont permis aux femmes, à coups d'actes sacrificiels, de tisser des liens sororaux et filiaux nécessaires à l'avènement de leur civilisation. C'est sur ces deux aspects de l'œuvre d'Aubonne, pourtant très riche, mais nous avons tous des contraintes de temps à respecter, donc c'est sur ces deux aspects que je me concentrerai dans cette communication, notamment à travers l'analyse d'une scène emblématique où sacrifice, communauté et pouvoir font battre le cœur des nouvelles Amazones. Si d'Aubonne puise dans les temps anciens pour concevoir son utopie, c'est que l'existence de figures comme celle des Amazones lui permet de montrer que les femmes ont résisté à la domination masculine, qu'il y a eu effectivement lutte entre les sexes et que les rapports de sexe sont bien ancrés historiquement. Plus qu'une simple preuve, ce mythe, comme notre colloque cherche à le montrer, offre les axes autour desquels s'articule toute la pensée de la régénération d'un monde qui soit meilleur aux mains des femmes, pensée qui se matérialise chez d'Aubonne en guerre des sexes apocalyptique redessinant la face du monde. C'est donc forcément sur le chaos laissé par la destruction d'un ancien monde que se bâtit le nouveau, étant donné qu'il s'agit de détruire tout ce qui est coulé dans du béton pour refaçonner le monde, et le plus grand chaos qu'on puisse créer est celui qui naît du renversement de ce qui était sacré. Puisque dans les deux romans d'Aubonne, les femmes ressentent qu'un nouvel ordre doit être consacré, seul leur soulèvement collectif est en mesure d'y parvenir. Effectivement, au lieu de continuer à se plier aux règles et à respecter les interdits pour maintenir la cohésion de l'ancien ordre, celui de la domination masculine, de l'animus, comme l'appelle d'Aubonne, les femmes révolutionnaires dissolvent l'ordre établi au nom d'un nouveau système de valeurs et en fondent un autre, considéré de toute évidence meilleur. Désormais, le féminin est devenu sacré et le masculin profane. Inversion qui désigne la féminité comme nouvelle valeur suprême qu'on vénère au point d'y sacrifier sa vie au besoin et qui, de toute évidence, place les femmes en haut de l'échelle du pouvoir, ce qui s'exprime concrètement par la réforme de la société, du langage et du système de référence que j'ai décrit au début de la communication. Radicalement, l'extermination des hommes en résulte comme l'ultime acte sacrificiel pour faire advenir une nouvelle ère où les femmes sont solidaires et maîtresses du monde. Les femmes de papier d'Aubonne se soudent d'abord grâce à leur projet révolutionnaire commun, la guerre contre les hommes pour le salut du monde. La guerre contribue à former une communauté unie, ne serait-ce que le temps qu'elle dure, un temps où la société convie tous ses membres à un sursaut collectif qui les place soudain côte à côte, les rassemble, les rapproche de corps et âme, nous rappelle Roger Caillois dans L'homme et le sacré. C'est le projet que contient l'appel lancé par le Triumphe féminin du Losange, armée qui cherche à construire le nouveau monde, dans ce message adressé aux femmes de la planète. Je cite « Femmes, car à vous seules nous nous adressons, nous sommes vos sœurs, des femmes de France, d'Espagne, d'Italie, en rapport avec celles d'Angleterre, d'Amérique et d'Afrique, bientôt du monde entier. Notre monde est à l'agonie et le système continue à exiger de nous la mise au monde de nouveaux condamnés et un travail sans autre raison d'être que de nous mieux tenir en laisse. Nous nous sommes donc soulevés dans de nombreux points du monde. Nous avons châtié quelques coupables, nous avons commencé une vie nouvelle. Nous voulons sauver l'espèce. Il y a seulement 20 ans, 30 peut-être, nous aurions pu le faire aux côtés des hommes, victimes de leur propre système, moins que nous le plus souvent, mais cependant victimes.
Aujourd'hui, nous ne le pouvons plus. Nous voulons instaurer l'ère ectogénétique par clonage, nous voulons que la minorité mâle disparaisse de ce monde qu'elle a surexploité et qui râle aujourd'hui sous le poids de ses crimes. Âge vert par les femmes, grève de la procréation, plus de fils. Le monde va changer de base, nous sommes déjà la majorité, soyons tout. Anima tonne en son cratère, c'est le commencement de la fin. Femmes du monde entier, unissez-vous. La guerre définit donc la nouvelle nation des femmes et c'est ainsi qu'en temps de guerre, les pires horreurs sont justifiées et leurs instigatrices sont auréolées de gloire. Le sacrifice de soi ou l'immolation de l'autre est une nécessité incontestable aux yeux de celles qui doivent mettre sens dessus-dessous l'ordre du monde devenu insupportable. C'est par une violence extrême que les femmes s'assemblent pour faire couler le sang d'autrui au lieu de voir seulement couler le leur, comme elles l'ont longtemps fait depuis le péché d'Ève. Alors, la guerre est dotée d'une dimension libératrice qui donne aux révolutionnaires l'envie de célébrer leurs exploits et leurs sacrifices. En effet, dans l'utopie de Françoise d'Aubonne, la révolution est une fête des femmes, sororité qui va désormais à contre-courant, qui s'oppose aux autorités civiles et administratives, une fête qui célèbre avant tout le féminin, cette valeur autour de laquelle on cherche à recréer la société, à lui rendre sa jeunesse, sa verdeur, sa santé. Aussi la guerre des femmes est-elle d'autant plus éclatante qu'elle est motivée par la fatigue de vivre prudemment de cette deuxième moitié de l'humanité, opprimée depuis des siècles parmi tant de contraintes, d'encadrements et de prohibitions. Alors, pour célébrer démesurément la moindre victoire assurant leur libération prochaine, les femmes font la fête, interrompant momentanément le temps de la guerre. De la même manière, une fois le projet révolutionnaire mené à terme, des rites de célébration sont instaurés dans la société naissante pour organiser un culte autour de ses valeurs les plus chères, telles que la fête du sang, qui glorifie les menstruations, alors qu'elles avaient toujours contribué à situer les femmes du côté du profane. Comme la guerre a uni les femmes du monde entier en une seule grande communauté, la fête, qu'elle soit donnée pendant ou après la guerre, est tout autant un facteur d'alliance dont le noyau est encore une fois le sacrifice, qui semble une sorte de contenu privilégié de la fête, comme il est un impératif de la guerre, elle-même devenant parfois, dans l'œuvre d'Aubonne, une gigantesque fête monstrueuse, comme lors de la prise du Vatican par les révolutionnaires. Lorsque les guerrières marchent sur Rome, le Vatican est le premier lieu pris d'assaut. On voulait à la fois accéder au savoir que cache sa bibliothèque secrète et exécuter le pape, non sans avoir mis à sac le plus grand lieu de culte de la religion catholique, elle-même symboliquement pillée par le fait même, et non sans s'être approprié ses emblèmes pour que le monde, je cite, revienne aux femmes. La scène de cette glorieuse journée, à laquelle quelques pages sont consacrées dans les deux tomes, est un épisode extraordinaire de prise de pouvoir par les femmes. Guerre et fête s'y superposent, puisque le combat de l'un des principaux piliers du patriarcat est réalisé avec succès par la célébration précédant le sacrifice du patriarche. La communauté des femmes combattantes s'est davantage consolidée à cette occasion. Non seulement était-elle parvenue à conquérir la ville éternelle et à découvrir, grâce aux documents divulgués de la bibliothèque, les secrets de l'histoire et les manigances des hommes de Dieu pour maintenir les femmes dans leur subordination sexiste, ce sont les mots du texte, elles ont aussi pu accomplir l'inimaginable, soit de vivre leur amour lesbien au grand jour, et ce, dans l'endroit où il est le plus récusé. La libération se vit, encore une fois, grâce à la fête et à sa permissivité pour tous les excès, sur plusieurs plans. Ivresse, nudité, sexualité, épanouissement des corps féminins dansant et chantant, dénudés de tabous et fiers de s'exhiber. Effectivement, de longues descriptions sont accordées au corps des guerrières qui se caractérisent alors par une puissance égale à l'ampleur de leur prise de pouvoir symbolique et politique. Si le pape était obligé de regarder et de chevrotter son amène, je cite le texte, c'est Carlotta, la grande chef de guerre, qui unissait de sa bénédiction les nouvelles épouses. Cette meneuse de femmes apparaît en vraie dominatrice, parée des tissus et des bijoux riches du Vatican, assise sur, je cite, un trône formé par 4 jeunes prêtres nus à 4 pattes.
La suprématie des Amazones de l'Apocalypse n'a jamais été aussi nettement affirmée, faisant subir aux hommes le sort qu'ils ont longtemps destiné aux femmes. D'ailleurs, la violence qui se dégage de cette scène n'est pas négligeable, comme si la vengeance ne pouvait être assouvie par une simple mise à mort, mais devait se déployer par une folie festive, rassemblant, selon les mots du texte, 2000 profanatrices ivres et hurlantes, comme si la subordination a tellement été subie depuis longtemps qu'une inévitable explosion devait s'ensuivre pour que l'âme des femmes soit enfin apaisée. Celles-ci, je cite, montraient avec orgueil les cicatrices sur leur poitrine découverte, qui leur moignon, qui leur œil crevé. Tout était nu, ne portant que les bottes, les gants et le ceinturon à plaques losangées au bout d'une chaîne brisée, leur emblème. Le corps mutilé des femmes qui ont appris à vivre sous l'impératif de la perfection physique et de l'éternelle jeunesse n'est pas vécu ici comme une tare. Au contraire, ce qui lui manque est compensé par un sentiment de empowerment. Le sacrifice des femmes, pour une fois, n'aura pas été vain et aura été fait pour servir à sa propre cause, à l'amélioration de sa propre destinée, désormais bâtie selon les valeurs collectives que sa sororité tient à cœur, au lieu d'être exécutée en faveur de l'homme qui lui imposait le sacrifice comme une chaîne. Cette image est concrètement reprise dans l'épisode du Vatican, lorsque des bouts de chaîne métalliques sont jetés aux pieds du pape dès que les couples de femmes étaient unis, l'ensemble servant d'encre pour faire couler le père de l'Église dans le Tibre. Il faut en rire un peu quand même. Les moyens de domination des hommes sur les femmes auraient finalement servi par cette réappropriation et ce renversement du pouvoir patriarcal à les punir et à les annihiler. Delendus est animus, les femmes peuvent enfin détenir ensemble le pouvoir suprême et absolu et assurer la survie et l'épanouissement de leurs descendantes. De toute évidence, cette sorte de solution finale pose la question du vivre ensemble de deux sexes longtemps opposés par leurs différences. La société idéale n'en est pas une où les deux sexes vivent harmonieusement ensemble pour les bergères de l'Apocalypse. Jusqu'à ce que la narratrice des deux romans décide de remettre en question ce pouvoir absolu au nom duquel les femmes ont décidé d'effacer la moitié de l'espèce humaine, faisant finalement comme les hommes, sinon pire. Sans aller dans les détails de cette remise en question par manque de temps, je proposerai pour ouvrir la discussion une réflexion sur la portée d'un mythe comme celui des Amazones, tel que reconduit ici par d'Aubonne. Si finalement une société amazonienne dans le sens strict, c'est-à-dire complètement formée de femmes et de filles, certaines acceptent quand même les hommes mais avec une inversion des rôles, mettant les femmes dans la position dominante. Donc si une telle société n'est autant pas souhaitable que le monde patriarcal, parce que les deux impliquent qu'un sexe doit être favorisé au détriment de l'autre, ne devrait-on pas plutôt, comme femme cherchant un destin différent, se tourner vers l'androgyne? C'est un peu la question qui est posée à la fin par la narratrice des deux romans. À travers la lecture de l'œuvre d'Aubonne et celle d'autres récits examinés dans ma thèse, il m'apparaît que ce rêve de l'union parfaite des deux qu'offre l'androgyne ne peut pas se réaliser simplement par l'errance des moitiés qui se cherchent. À l'origine, il faut qu'il y ait une révolution qui mette sens dessus-dessous le monde tel qu'on le connaît pour que la valeur du deuxième sexe lui soit reconnue et qu'il fasse un avec l'autre. Il faut donc qu'il y ait guerre et sacrifice. L'Amazona paraît par conséquent un passage incontournable sans lequel on ne peut pas parvenir à montrer la pleine capacité des femmes à prouver que la guerre, autant que la maternité, peut aussi être une affaire de femmes. Le devenir amazone est primordial à toute révolution féminine. Que celle-ci échoue ou pas, il semble qu'un destin féminin autre est seulement possible grâce à l'adoption du célibat ou de ses alternatives, qui sont l'homosexualité ou l'union libre et temporaire avec un homme, et l'adhésion à des valeurs importantes pour la cause féminine, comme la formation d'une communauté de sœurs, la prise de pouvoir et le combat, symbolique ou réel. Le mythe des Amazones permettrait ainsi de conduire à une égalité des sexes à travers l'agentivité des femmes qui prennent en main leur destin, menant littéralement une guerre pour le redéfinir. La démesure des Amazones, leur disposition à passer par tous les excès pour en avoir plus que ce qui leur est réservé comme femmes, font d'elles des héroïnes révolutionnaires sans lesquelles le vivre ensemble androgynique resterait illusoire. Merci.